Ma sœur a volé mon petit ami, mais a tout perdu. Notre appartement lumineux et rempli de rires sentait toujours un mélange familier de café frais et de mon parfum préféré, celui que Marc adorait tant. Nous vivions ensemble depuis 2 ans, 2 années de bonheur simple, d'épaules sur lesquelles s'appuyer, de projets murmurés au creux de l'oreille sous les draps froissés. Marc était mon roc, mon complice, mon meilleur ami et mon amour. Il avait cette façon de pencher la tête quand il réfléchissait, ses yeux clairs fixés sur un point imaginaire, et cette tendresse infinie dans le regard quand il me regardait. Nous parlions de l'avenir avec une certitude tranquille, une maison avec un jardin, peut-être des enfants un jour, une vie tissée de moments ordinaires et précieux. Nos familles se connaissaient, s'appréciaient. La mienne en particulier avait accueilli Marc à bras ouverts. Mes parents l'adoraient et ma sœur Sophie passait souvent nous voir. Sophie, ma sœur cadette. Toujours un peu dans mon ombre, c'est ce qu'elle disait parfois en riant, mais je n'avais jamais ressenti de rivalité, seulement une affection profonde, teintée parfois d'une légère inquiétude. Sophie a toujours été volatile, charmante certes, d'une beauté plus éclatante que la mienne, avec une facilité déconcertante pour attirer l'attention, mais aussi instable, incapable de garder un emploi longtemps, enchaînant les relations éphémères, toujours à la recherche de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. J'essayais de l'aider, de l'écouter, de la soutenir. Marc aussi était patient avec elle, toujours prêt à lui rendre service, à lui donner un conseil. Il la traitait comme une petite sœur. Je trouvais ça touchant. Elle venait de plus en plus souvent ces derniers temps. Un verre après le travail, un dîner impromptu, ou simplement pour s'asseoir sur notre canapé et parler de ses problèmes. J'étais contente qu'elle se sente à l'aise chez nous, qu'elle se confie. Je remarquais bien qu'elle semblait plus attentive quand Marc parlait, qu'elle riait un peu trop fort à ses blagues, qu'elle trouvait toujours une excuse pour le toucher légèrement. Une main sur le bras, une tape sur l'épaule. Je mettais ça sur le compte de sa personnalité expansive, de sa façon d'être avec tout le monde. Marc ne semblait pas remarquer, ou du moins, il n'en disait rien. Il était peut-être simplement poli, puis les choses qui ont commencé à changer subtilement. Marc devenait plus distant par moments, moins enclin à partager ses pensées, plus souvent perdu dans ses propres réflexions. Il passait plus de temps sur son téléphone, le posant face cachée sur la table si j'entrais dans la pièce. Les appels que j'entendais semblaient plus courts, plus discrets. Quand je posais la question, il disait que c'était le travail ou un ami. Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? C'était Marc. Ma sœur, de son côté, paraissait étrangement plus épanouie, moins nerveuse, plus sûre d'elle. Elle avait un nouvel éclat dans les yeux. Quand je lui demandais pourquoi elle rayonnait tant, elle parlait d'un vent de nouveauté, d'une belle rencontre, sans donner de détails, disant que c'était encore trop tôt. Je me réjouissais pour elle, enfin quelque chose de stable dans sa vie. J'espérais qu'elle trouverait le bonheur qu'elle cherchait tant. Les doutes ont commencé à s'insinuer, insidieux, comme une maladie lente. Des petits riens qui s'accumulent. Une conversation qu'ils arrêtent ben brusquement quand j'arrive. Des regards échangés. Un week-end où Marc a dit devoir partir pour une conférence professionnelle à l'autre bout du pays et où Sophie a dit qu'elle allait rendre visite à une vieille amie en province. Des coïncidences, je me disais, ce n'étaient que des coïncidences. Mon esprit cherchait des explications rationnelles à tout ce qui me paraissait étrange. La fatigue, le stress au travail, ma propre insécurité passagère. La vérité a éclaté un soir de pluie battante,
Marc était sous la douche, son téléphone posé sur la table de chevet. Il n'avait pas l'habitude de le laisser là. Il le gardait toujours près de lui. Une notification est apparue sur l'écran verrouillé. Un message de Sophie. Le début d'un texte s'affichait, trop long pour être entier, mais les premiers mots m'ont glacé le sang. C'était parfait hier soir, mon amour. Je n'ai jamais... Mon amour. Sophie appelait Marc mon amour. Mon cœur s'est arrêté de battre. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je l'ai déverrouillé. Je connaissais son code. C'était notre anniversaire. Ce que j'ai découvert a pulvérisé mon monde en 1000 morceaux. Des conversations entières datant de plusieurs semaines. Des mots doux, des projets secrets, des rendez-vous cachés, des déclarations d'amour, des photos, des vidéos. Le week-end de la conférence et de la vieille amie avaient été passés ensemble dans un hôtel. Les appels professionnels étaient des conversations avec elle. Chaque instant de distance de Marc, chaque sourire secret de Sophie, chaque coïncidence suspecte prenait soudain un sens terrifiant et dévastateur. Il se moquait de moi, dans mon dos, dans ma propre maison. Le bruit de la douche s'est arrêté. Marc est sorti, une serviette autour de la taille, les cheveux mouillés, un sourire innocent aux lèvres. Il m'a vu, le téléphone dans ma main, mon visage blanchi par le choc et la douleur. Le sourire a disparu, remplacé par une expression de panique et de culpabilité. Qu'est-ce que... a-t-il commencé? Ne dis rien, ai-je chuchoté, ma voix étranglée. Les larmes ont commencé à couler, chaudes et incessantes. Comment as-tu pu? Comment vous avez pu? Il a essayé de s'approcher, de prendre ma main. Je me suis reculée comme s'il portait la peste. Je suis désolée, a-t-il murmuré. Un sorry? C'était tout ce qu'il avait à dire après avoir détruit 6 ans de vie commune, de confiance, d'amour. Désolée? Désolée pourquoi exactement? Pour avoir couché avec ma sœur? Pour m'avoir menti chaque jour? Pour avoir fait de moi une idiote? Ma voix a monté, chargée d'une fureur que je ne me connaissais pas. La confrontation a été brutale, pleine de cris, de larmes, de justifications pathétiques de sa part. Ça n'était pas prévu. C'est compliqué. On ne contrôle pas ce qu'on ressent. J'ai refusé d'entendre. La trahison était trop profonde. J'ai jeté ses affaires par la porte, sous la pluie battante. Je lui ai dit de partir, de ne jamais revenir. Puis, j'ai appelé Sophie. Elle a répondu, sa voix enjouée. « Salut ma belle, ça va? Ça va? Tu oses me demander si ça va, après ce que tu as fait? » Un silence, puis sa voix est devenue hésitante. « De quoi tu parles? » « Je parle de Marc, je parle de vous. J'ai vu vos messages. » Un autre silence lourd, puis une tentative de justification, des balbutiements, une voix qui se voulait douce, compréhensive. « Écoute, je suis désolée, je ne voulais pas. Ça nous est tombé dessus. » « Tombé dessus? Tu es venu chez moi dans ma vie et tu as pris ce qui était à moi. C'est pas tombé dessus, tu l'as volé. C'est pas comme ça. On s'aime. » Le culot, elle osait parler d'amour. L'amour ne se construit pas sur le mensonge et la trahison, Sophie. L'amour ne détruit pas la vie de quelqu'un d'autre. J'étais en larmes, ma gorge nouée. Tu n'es plus ma sœur. Ne m'appelle plus jamais. Ne m'approche plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant.
J'étais seule dans mon appartement dévasté, sous une pluie battante qui semblait pleurer avec moi. Mon cœur était brisé, mon esprit vide. Ma sœur et l'homme que j'aimais m'avaient trahi. Ils étaient ensemble et ma vie venait de s'effondrer. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleur et de confusion. L'appartement semblait immense et vide, sans marque. Chaque objet, chaque coin de pièce, chaque odeur évoquait un souvenir douloureux. Le canapé où nous nous serrions, la cuisine où nous préparions nos repas, la chambre où nous partagions notre intimité. Tout était souillé par la trahison. Je ne mangeais pas, je ne dormais que par épuisement, et mes larmes coulaient sans fin. Ma mère m'appelait, inquiète. Je lui ai dit la vérité, aussi doucement que possible. Elle a été sous le choc. Elle aimait Marc, elle aimait Sophie. La nouvelle les a dévastés. Mon père et elle. Ils ont essayé de comprendre, ont parlé à Sophie. Apparemment, elle a maintenu sa version. Un amour soudain, irrésistible, pas une trahison préméditée. Mes parents, déchirés, ne savaient pas comment réagir. Ils m'ont offert leur soutien inconditionnel, mais je sentais le poids de la situation sur leurs épaules. Comment une famille peut-elle survivre à ça? J'ai coupé les ponts, comme je l'avais dit. Pas de contact avec Sophie, pas de contact avec Marc. Changer de numéro de téléphone, éviter les lieux que nous fréquentions. C'était comme si une partie de moi était morte. J'ai pris des jours de congé, incapable de me concentrer sur le travail. Rester seule était insupportable, mais voir quelqu'un l'était encore plus. La simple idée de devoir expliquer, de revivre la douleur en la racontant, m'épuisait. Les nouvelles me parvenaient par des voies détournées, des amis communs maladroits, ou les rares conversations que j'acceptais d'avoir avec ma mère. Sophie et Marc étaient ensemble. Oui, ils ne se cachaient plus vraiment. Ils semblaient heureux sur les photos qu'on me montrait malgré moi, ou que je voyais par hasard sur les réseaux sociaux avant de vite les fermer. Ils affichaient leur nouvelle relation, comme s'ils avaient le droit d'être heureux sur les cendres de la mienne. Cela me tordait les entrailles, voir Sophie avec Marc, riant de la même façon que je riais avec lui, faisant les choses que nous faisions. C'était une torture quotidienne. Ma mère me disait que Sophie semblait épanouie, qu'elle paraissait enfin stable, cette stabilité qu'elle n'avait jamais eue avec ses autres compagnons. Cela m'enfonçait un couteau dans le cœur. Était-ce ça? Était-ce tout ce qu'il fallait? Me détruire pour qu'elle trouve son équilibre? J'en voulais à la terre entière, à Sophie pour sa malveillance, à Marc pour sa faiblesse, à moi pour ma naïveté. Le temps a passé, lentement d'abord, puis avec une certaine fluidité. La douleur aiguë s'est muée en une tristesse sourde, puis en une cicatrice lancinante. J'ai recommencé à travailler, à voir mes amis, ceux qui étaient restés et qui ne prenaient pas parti ou qui prenaient sur le mien. Ils m'ont aidé, m'ont sorti de mon trou, patiemment. J'ai redécouvert le plaisir de petites choses. Oh, petites choses. Un rayon de soleil sur mon visage, le goût d'un bon repas, une conversation légère qui ne tournait pas autour du drame. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, plus petit, mais loin des souvenirs douloureux. Une nouvelle page. J'entendais toujours parler d'eux, de temps en temps. Des bribes d'informations qui perçaient ma bulle protectrice. Ils s'étaient installés ensemble, apparemment dans un appartement plus grand. Sophie avait trouvé un emploi stable. Elle semblait s'investir. Marc, lui, continuait son travail. Extérieurement, leur vie semblait se construire. Et je me demandais, dans mes moments les plus sombres, si je n'avais pas tout perdu en fin de compte. Si leur bonheur, construit sur ma ruine, était solide. Si ma douleur avait servi à quelque chose. Cependant, avec le temps,
j'ai commencé à percevoir des dissonances dans les récits qui me parvenaient. Des amis communs qui étaient restés en contact avec eux par politesse ou par obligation me disaient qu'ils se disputaient souvent, que Sophie, malgré son nouvel emploi, avait toujours cette tendance à l'instabilité, à la critique, à l'insatisfaction chronique, que Marc semblait fatigué, moins joyeux qu'avant, qu'il portait le poids de quelque chose, le poids de leur secret, le poids de sa trahison. Ma mère, qui maintenait un contact minimal avec Sophie, me rapportait des choses. Sophie se plaignait de Marc, de son travail, de ses amis, les anciens amis qu'il partageait avec moi et qui ne la voyaient plus de la même façon, de la famille, la mienne, qui avait du mal à lui pardonner et à faire comme si de rien n'était. La stabilité affichée semblait fragile. Leur relation, née dans le secret et le mensonge, manquait peut-être de fondation solide. Était-ce la culpabilité qui rongeait Marc? Était-ce la nature même de Sophie, incapable d'être heureuse longtemps, surtout quand elle devait faire face aux conséquences de ses actes? Je commençais à peine à sortir la tête de l'eau, à reconstruire ma vie, quand les premières fissures sérieuses sont apparues dans la leur, rapportées par des échos lointains. Sophie avait arrêté son travail. Encore. Une dispute majeure. Des accusations. Elle reprochait à Marc de ne pas la soutenir assez, de ne pas la rendre heureuse. Il lui reprochait son instabilité, son comportement capricieux, peut-être aussi le malaise qu'il causait autour d'eux. La famille continuait à être un point de tension. Mes parents faisaient des efforts, mais ne pouvaient pas ignorer ce qui s'était passé. Les fêtes de famille étaient devenues des champs de mines émotionnelles où il fallait éviter les sujets qui fâchent, où mon absence était palpable et la présence de Sophie et Marc créait un malaise visible. Le vernis du bonheur parfait qu'ils avaient voulu montrer au début se craquelait. Je n'en tirais pas de joie malsaine, juste une sorte de confirmation amère que rien de bon ne pouvait vraiment naître d'une trahison comme la leur. Je me concentrais sur ma propre guérison. J'avais rencontré de nouvelles personnes, des amis authentiques. J'avais repris mes hobbies, découvert de nouvelles passions. J'apprenais à être heureuse seule, à me suffire à moi-même. Mon appartement était devenu mon refuge, un lieu de paix et de renouveau. Pendant ce temps, les informations devenaient de plus en plus sombres concernant Sophie et Marc. Les disputes étaient devenues fréquentes, violentes. Leurs amis communs prenaient leur distance, fatigués de l'ambiance délétère qui régnait autour d'eux, ou peut-être choisissant enfin leur camp, réalisant l'étendue du mal qui m'avait été fait. Les invitations se faisaient plus rares. Ils étaient de plus en plus isolés. La situation a atteint un point de non-retour. Je l'ai appris par ma mère, la voix empreinte d'un mélange de tristesse et de fatalisme. Une énième dispute, plus violente que les autres. Des mots terribles avaient été échangés. Sophie avait reproché à Marc d'avoir gâché sa vie, le comble du cynisme venant d'elle. Marc avait craqué. Il lui avait dit qu'il regrettait tout, qu'il n'était pas heureux, que leur relation était une erreur née d'un moment de faiblesse et de la manipulation de sa part à elle. C'était le mot qu'il avait utilisé, m'a dit ma mère, manipulation. Il lui a dit qu'il ne l'aimait plus, qu'il ne l'avait peut-être jamais aimé de la façon dont on aime quelqu'un qu'on ne vole pas. Il est parti, du jour au lendemain. Il a rendu l'appartement qu'il louait ensemble, a récupéré ses affaires et a disparu. Pas un mot pour moi, bien sûr. Pas un mot pour mes parents non plus. Il a coupé les ponts avec tout le monde, cherchant manifestement à effacer cette partie de sa vie. Sophie s'est retrouvée seule, désemparée, sans Marc, sans emploi stable, sans amis proches,
la relation avec notre famille est plus tendue que jamais. Elle a tenté de me contacter, des messages, des appels que j'ai ignorés. Puis, elle a essayé de passer par ma mère, lui suppliant de me convaincre de lui parler. Elle était au plus mal, disait-elle. Seule, sans un sou, sans personne sur qui compter. Elle avait tout perdu. Ce mot, tout perdu, il a résonné en moi. Elle qui m'avait tout pris, mon compagnon, une partie de ma sérénité, la confiance en ma propre famille, avait fini par tout perdre elle-même. Pas le même genre de tout, peut-être. J'avais perdu un amour, une relation, une confiance. Elle perdait les personnes, la stabilité, l'estime, les conséquences de ses propres actes. J'ai réfléchi longuement. La douleur n'avait pas disparu complètement, la cicatrice était là, mais elle ne saignait plus. J'étais allée de l'avant. J'avais reconstruit ma vie sur des bases plus solides, basées sur mon propre bien-être et des relations saines. J'avais trouvé une paix que je n'aurais peut-être jamais connue si ce drame n'était pas arrivé. J'avais appris à me connaître, à être plus forte. Et Sophie, elle était seule face au vide qu'elle avait créé. Avait-elle enfin compris? Avait-elle des regrets sincères? Je ne le savais pas. Et, honnêtement, cela ne m'importait plus autant. Sa souffrance n'effacerait pas la mienne, et sa repentance hypothétique ne me rendrait pas ce que j'avais perdu. Ma mère, avec sa bonté inépuisable, essayait toujours de l'aider, de la soutenir à distance. Mais même elle reconnaissait que quelque chose s'était brisé pour toujours. La confiance était partie, l'insouciance des relations familiales aussi. J'ai envoyé un dernier message à Sophie, via ma mère, pour éviter tout contact direct. Un message court, froid et définitif. J'ai écrit que je savais qu'elle était en difficulté, mais que je ne pouvais pas l'aider, que la confiance était brisée de manière irréparable, que chacun devait faire face aux conséquences de ses choix et que je lui souhaitais, sincèrement, de trouver un jour la paix, mais qu'elle ne la trouverait pas en revenant vers moi ou en cherchant du réconfort dans les ruines de ce qu'elle avait détruit. Je n'ai jamais eu de réponse et je n'en attendais pas. Je ne l'ai plus revue. J'ai appris qu'elle avait quitté la ville, cherchant un nouveau départ sans doute, un énième. Ma vie a continué. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, bien plus tard. Une relation différente, plus mature, basée sur une communication honnête et une confiance totale. J'ai savouré chaque instant de cette nouvelle vie, d'autant plus précieuse que je savais ce que c'était de tout perdre. Sophie m'a volé l'homme que j'aimais. Elle a cru pouvoir construire son bonheur sur mon malheur. Mais en agissant ainsi, en choisissant la trahison et l'égoïsme, elle a fini par se couper de tous ceux qui l'aimaient vraiment, par détruire la relation la plus essentielle, celle avec sa sœur, et par ne rien construire de solide avec l'homme volé. Elle a perdu l'amour qui n'était pas le sien, la confiance de sa famille, le soutien de ses amis. Elle a perdu sa stabilité, sa joie, et peut-être même une partie d'elle-même dans l'affaire. Elle a tout perdu.